Bonjour Monsieur Plancard-Dassac. Bonjour Diane. Bonjour Manuel. Bonjour. Par ce beau temps ensoleillé, ce beau Oui, week-end ça fait de plaisir, novembre. mais c'est moi qui vous ai apporté le beau temps. Ah oui, je sais. Alors commençons notre entretien par cette attaque à la mosquée de Bayonne par un soi-disant fou d'extrême droite. Que pouvez-vous nous en dire? Eh bien, j'en dis justement ce contre quoi je m'étais en garde, c'est que la stratégie de Zemmour amène à ce genre de comportement. Alors il faut savoir que cette personne, qu'on nous dit non, on ne parle pas de déséquilibré là, c'est quand ce sont des islamistes ou soi-disant islamistes qui font le coup qu'on parle de déséquilibré. Mais lui a eu un parcours tout de même assez intéressant à signaler, il a été au Front National, c'est un ancien militaire. Bon, il fait partie de ces pauvres types qui sont manipulés justement par la stratégie de Zemmour et pour lesquels l'islam c'est le diable. Je ne dirais pas que ce sont des anges, bien entendu, mais il faut savoir que c'est une utilisation de l'islam. Et ça, ils ne comprennent pas. Ils ne cherchent pas la main qui dirige. Voilà le seul commentaire qu'il y a à faire. Donc Zemmour a bien réussi. Voilà, c'est comme ça qu'on commence les guerres civiles. Oui, on voit le plan se mettre en place. On voit le plan se mettre en place. C'est pas par hasard que j'ai décelé la chose dès le début. Et je ne sais pas si vous avez pu contrôler depuis hier, mais rappelez-vous le communiqué qui date de 2016. Je ne me rappelle plus la date exactement. Je l'ai ici. Où vous mettiez déjà en garde contre la Où stratégie je de mettais Zemmour. déjà en garde contre la stratégie de Zemmour. C'était après son livre Un quinquennat pour rien. Je dois l'avoir ici. Et ben voilà, on en voit l'aboutissement. Bon, peu importe. Donc c'est vraiment pour pousser les musulmans face aux Français d'extrême C'est droite. pousser les Français de souche contre les musulmans et les musulmans contre les Français. De toute façon, alors, Papacito a été reçu sur Sud Radio et à ce sujet, il a rappelé que l'attaque de la mosquée de Bayonne fait suite à une très grande série d'attentats. Okay. Donc il dit, je vais le citer, dans un milieu naturel, agression finit par générer de l'agression. Si on ne s'interroge pas et qu'on continue à camper sur nos positions, on va vers l'affrontement violent. Oui, mais alors ce que ce Papacito, d'ailleurs, dont on a déjà parlé, ne dit pas, c'est que qui nous a amené cette immigration? C'est toujours la même chose. Hein. Pareil. Alors, on se plaint, on se gratte sur les conséquences, mais on ne remonte pas la cause. Et alors aussi, une autre chose que j'ai remarqué des explications données par ce personnage qui a fait le truc à Bayonne, c'est que pour lui, l'incendie de Notre-Dame sont les milieux islamistes. Il ne faut pas rigoler. Hein. D'autant qu'il y a des rabbins qui sont réjouis de la chose. Non, mais c'est vraiment, on cherche. Bon, je ne vais pas défendre l'islam en tant que tel dans la mesure où il y en a marre, évidemment, de toute cette immigration, mais il faut que les responsabilités soient clairement définies et là où elles sont, et non pas là où on cherche à nous braquer. Alors, une autre question. Alors que la polémique sur le voile refait surface, 2 députés ont affiché leur kippa à l'Assemblée nationale. Okay. Alors, que pensez-vous de la représentation de symboles religieux sur la place publique? Bon, premièrement, je ferai observer, justement, puisque vous signalez ce fait, c'était Claude Guasguen et Meir Habib, que apparemment qu'il se soit affiché avec le kippa, ça n'a pas dérangé les médias, que je sache. Et de même que quand on voit déambuler dans Paris des rabbins ou même des jeunes avec le kippa. J'ai rappelé il y a quelques mois ce qui m'était arrivé du côté de Sèvres-Babylone, en me promenant en rue, je ne sais plus ce que j'allais faire exactement. Je vois venir vers moi 2 jeunes juifs qui passent sur le crâne, et au moment où ils me croisent, il y en a un qui me dit « Vous êtes juif ?» Je peux raconter l'histoire, je suis resté impassible, je n'ai pas réagi, parce que sinon on partait dans les grandes discussions. Donc voilà, et bon, c'est bien gentil. Alors, si on n'est pas d'accord avec le voile, pourquoi pas?
il pourrait peut-être s'interroger pourquoi ces gens qui veulent porter le voile sont ici. Il fallait commencer par ne pas les faire venir. Alors, moi je ne suis pas contre les signes religieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais que l'on ne cherche pas, au travers de la dénonciation du voile, etc., de dire on supprime le voile, mais vous aussi les cathos, vous supprimez les croix, etc., etc. C'est ça la manœuvre qui est derrière. Tout sauf la kippa. Et tout, bien entendu, parlant pas de la kippa. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai entendu, je l'avais signalé d'ailleurs, sur Radio Classique, c'était un matin au bulletin de 8h, vous vous rappelez de ça? Oui, je l'ai pas retrouvé encore l'extrait, mais je chercherai. Il y avait, c'était un entretien entre deux personnes, je ne me rappelle plus le nom. L'un d'entre eux, à un moment donné, revendiquait de pouvoir haïr l'islam. Oui, tout à fait. Et la religion catholique. Et la religion catholique. On peut être islamophobe. Ah oui, et le judaïsme. Ah non, on n'a pas le droit d'haïr le judaïsme. Il faut être sérieux. Bon, mais tout le monde a égalité à plat. Ou alors c'est une machine de guerre contre nous. Alors les francs-maçons du Grand Orient, eux, s'opposent au port du voile. Pas tous. Pas tous. Et c'est ça qui est amusant, c'est que ces gens-là, qui nous ont amené cette immigration pour nous détruire, nous, Français, catholiques et la France chrétienne, ce qui en reste en tout cas, ils se trouvent maintenant en pleine contradiction. Les conséquences les rattrapent. Et ils ne savent plus quoi faire. Alors, il y a une partie des francs-maçons qui sont contre ceci, d'autres qui sont contre la même chose, etc. Ça en devient risible. Mais à qui la faute? Toujours la même chose, à qui la faute? Il y a Yves Terrard aussi, en parlant de... Parlez pas de celui-là. Oui, le directeur adjoint au Figaro. Du Figaro. Qui a déclaré « Je déteste la religion musulmane. On a le droit de détester une religion. On a tout à fait le droit de le dire. » D'accord. Et si nous on dit qu'on déteste la religion juive, qu'est-ce qui se passe? On vous enfonce la porte à 6h du matin, vous saisissez votre ordinateur, livre et tout ce qui va avec, et vous passez 72 heures au commissariat. C'est à la fois risible et odieux. Parce que de quel droit ce genre d'individus, pour se faire bien voir en vue de leur carrière, sortent de pareilles choses et qu'on mette tout le monde à égalité? Mais non, c'est simplement, on a le droit, le devoir de détester l'islam et la religion catholique, mais la religion juive, silence motus. D'ailleurs, interrogé sur le thème de la laïcité, notre ami Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le communautarisme épais, violent et agressif du CRIF. Oui, alors là, on peut en rire et avec un petit sourire dans le coin, mais il a aussi dit des choses un petit peu moins sympathiques. Notamment sur la PMA. Justement, sur la PMA, oui. Je crois que c'est toi, Manuel, qui l'avait... On a l'impression que, voyant qu'il recule, qu'il perd les pédales, et qu'il sort tout et n'importe quoi. Oui, mais sur la PMA, il est dans son rôle d'homme de gauche, en fait. Il dit la filiation n'a jamais été autre chose qu'un fait social et culturel. Il n'y a pas de vérité biologique, il n'y a qu'une vérité... Alors là, sortir un truc pareil, je regrette beaucoup en tant que médecin, ça me fait hurler. Parce que la biologie, c'est tout de même une science absolument... irréfutable. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Un de ses, bon, je vais dire le mot, un de ses sbires, monsieur Bastien Lachaud, qui s'est servi sur le gâteau sur la pluriparentalité. Je ne vois vraiment pas quel est le problème. Pourquoi 3 personnes ne seraient pas tout à fait à même que 2 à assumer? Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. C'est ce qu'ils appellent les trouples. Oui, les trouples. C'est les couples à 3 personnes. Pourquoi pas à 4? 4 à 5, bientôt une équipe de foot, on y est. Les pluriamoureux, c'est oui, c'est des gens qui sont liés. On est en pleine victoire du vice. Alors, qu'est-ce que j'avais vu sur la définition? On passe à la question suivante, c'est toujours sur Claude Goasguen qui a déclaré « Ce ne sont pas les religions qui tuent, mais ce sont les hommes ». Que pensez-vous de cette déclaration? Une connerie. Je regrette beaucoup, je suis navré d'utiliser ce mot, c'est une connerie. Parce que je regrette beaucoup.
Si des hommes tuent, c'est par une mauvaise perception du message d'une religion. Alors, par contre, il faut faire tout de même quelques différences entre religion et religion. Bon, la religion chrétienne, elle n'appelle pas, sauf par mauvaise interprétation, par certaines époques, au meurtre. La religion coranique, ça dépend des sourates. Parce qu'il y a tout et le contraire de tout dans ces... Par contre, la seule religion qui appelle systématiquement au meurtre, à la tromperie, au vol de ceux qui ne sont pas juifs, c'est le judaïsme. Il est bon de le signaler. Ben ça, c'est évident. Alors, des manifestations anti-Zemmour ont eu lieu le 4 novembre à Paris. Donc, quel regard portez-vous sur cette manifestation? Alors, d'abord, c'est une manifestation de gauche, du fait de l'agression de Zemmour envers les musulmans, donc je comprends qu'ils réagissent, et j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait une manifestation symétrique de ce que l'on appelle la droite extrême, pour dénoncer les agissements de Zemmour qui visent à la guerre civile. Mais où sont ces gros bras, tonitruants, Jean Rissen et Benedetti? Bah non, puisqu'ils soutiennent Zemmour. Ben oui, exactement. Exactement. Ils soutiennent, comme je dis, où sont-ils? Ben, ils soutiennent Zemmour. Bah, de toute façon, il y avait une manifestation pro-Zemmour prévue pour demain. Alors, ça, c'est un communiqué que j'ai trouvé ce matin sur le site de Riposte Laïque. Je vais citer: Éric Zemmour nous demande d'annuler notre manifestation devant CNews. Okay. Nous avions prévu d'organiser ce dimanche 10 novembre un rassemblement de soutien devant les locaux de CNews. À la libre parole d'Éric Zemmour et de tous ceux qui osent penser différemment que le politiquement correct, sur des questions comme l'immigration ou l'islam. Bon, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a que ça. C'est organisé par qui? Organisé par Riposte Laïque, Résistance Républicaine, et alors c'est un monsieur Pierre quelque chose, comment il s'appelle? Pierre Cassin. Pierre Cassin. Pierre Cassin, oui, bien entendu. Pierre Cassin. C'est Riposte Laïque. Donc, c'est le patron de Riposte Laïque. Zemmour a envoyé directement à Pierre une lettre, donc cher Pierre, qui m'avait informé que Riposte Laïque et Résistance Républicaine allaient organiser une manifestation devant CNews pour me défendre. Je veux d'abord vivement vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. Cela me va droit au cœur que vous vous mobilisiez ainsi. Mais des éléments nouveaux m'amènent à vous demander de renoncer à ce projet. Je préfère laisser la manifestation la semaine dernière. Remercie à tous de ma part, et encore merci à toi, Éric Zemmour. Ce qui apparemment n'a pas plu à M. Pierre, ce qu'il dit, cette demande nous a posé un énorme problème. Nous avions informé Éric de notre projet, il n'avait pas exprimé à ce moment-là de demande de nous y voir renoncer. On a travaillé d'arrache-pied, etc. Maintenant, il nous dit voilà qu'Éric, pour des raisons... Quelle est la motivation de Zemmour? Il dit voilà qu'Éric, pour des raisons que nous ne connaissons pas, nous demande de renoncer. Alors, à cette manifestation pour Zemmour. Ça va peut-être les rendre un peu plus antisémites. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas quels sont les éléments nouveaux de qui il parle. Peut-être qu'il garde sa place chez CNews, mais qu'il ne soit plus en direct. Mais comme disait, je ne sais plus qui, si c'était Soral ou Jérôme Bourbon, c'est de la censure promotionnelle. Oui, une fois de plus. Une fois de plus. En fait, ils servent la soupe à Zemmour en le présentant comme un pauvre petit persécuté, pauvre chéri. Hein? Oh, puis qu'est-ce qu'il est courageux de dire tout ça. Courageux. Surtout freluqué comme il l'est. Il me parle de cette manifestation. Alors pourquoi il ne manifeste pas? Parce que Soral n'est plus invité à la télévision, Rissen non plus. Il n'est pas invité nulle part. Même Rissen malgré sa prise de position. Et rappelez-vous aussi Étienne Chouard qui juste avait mal répondu à un moment à une question sur la Shoah. Il s'est fait crucifier. Tout à fait. Crucifié carrément. Étienne Chouard. Ah non, mais les médias et ceux qui sont derrière savent très bien reconnaître les leurs. Ils savent très bien les reconnaître. Et ceux qui ne sont pas des leurs, alors là, c'est le pire qui peut leur arriver. Étienne Chouard a fait... Je regrette simplement qu'il n'ait pas su réagir. À mon avis, il a été pris à froid, il n'a pas su comment réagir.
Alors, question suivante. Que pensez-vous de la suppression de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, dont dépend l'Observatoire national de la délinquance? Le gouvernement vient effectivement de décider de supprimer la seule évaluation annuelle, indépendante et complète de l'insécurité française. En gros, on n'aura plus de thermomètre de... Voilà, on casse le thermomètre, comme ça on ne pourra pas aller chercher les chiffres sur la délinquance et d'où vient la délinquance, etc., etc. Mais c'est sans doute pour faire des économies, n'est-ce pas? Absolument. C'est toujours des économies là où il ne faut pas. Alors en plus de ça, si je ne me trompe, ce truc-là, c'est le truc d'Alain Bauer. Ben justement, j'étais en train de vérifier, est-ce que c'était lui qui était... Normalement, l'Observatoire de la délinquance, c'est lui, pas bien nouvelle, à moins qu'il ait changé. Alors Bauer, c'était un grand copain de Sarkozy, ex-grand maître du Grand Orient, d'origine, pas de petits dessins, etc., etc. Donc vraiment... l'homme a sa place dans la République. Bon, bah c'est tout. Écoutez, question suivante. Concernant le désert actuel des Républicains, pensez-vous que Fillon puisse revenir? Alors, bon, on pourrait dire à première vue que c'est peu probable. Mais on a tellement vu de retours surprenants en politique que tout est possible. En tout cas, ce que je constate, c'est que d'abord, il y a eu, il y a quelques semaines, son entretien sur la radio suisse romande. La première fois que je le voyais réapparaître depuis sa défaite. Et périodiquement, je trouve qu'il y a des petites allusions qui font état de choses qu'il a fait ou qu'il va faire. Je ne sais pas. Tout est possible. Je le souhaiterais, parce que contestablement, par rapport à tous les rigolos des Républicains actuellement, ce serait certainement le meilleur. Je ne dirais pas le moins pire tout de même, parce que ce serait insultant, mais le meilleur. Et en espérant que ce qui lui est arrivé, cette espèce d'euthanasie dont il a été victime, lui serve de leçon s'il veut avoir un avenir politique et pour son combat futur. Mais alors on lui reproche souvent d'avoir été invité chez Bilderberg et d'y avoir été... Alors, mais c'est pire que ça, et justement c'est une arnaque ce truc-là, parce que, et ça, Philippe de Villiers en est le responsable. Philippe de Villiers, moi je considère qu'il fait partie de ceux qui ont coulé les chances de Fillon. Parce qu'à un moment donné, il a dit que François Fillon était un Bilderberg. C'est pas ça. C'est-à-dire que les Bilderberg ont invité un jour François Fillon à une réunion parce que c'était un homme politique de premier plan et ils essayent toujours d'attirer les gens qui peuvent leur être utiles. Alors on marche ou on ne marche pas. Et je crois qu'on en a parlé dernièrement. Je dirais je serais devenu brusquement une personnalité nationale en France. Je recevrais une invitation des Bilderberg, j'irais. Et alors? Voir ce qui se passe et alors, un Philippe de Villiers viendrait dire « Ah, mais Ploncard-Dassart est un Bilderberg ». Bon, je mets en garde envers Philippe de Villiers et le clan Villiers, parce qu'il y a aussi Pierre le Général. Pierre le Général, je ne sais pas si vous allez en parler, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement l'appel du pied de Marine Le Pen au général de Villiers comme possible candidat à la présidence de la République en 2022. En 2022, on va en parler. Donc vous voyez, on retrouve toujours les mêmes, et quel est le dénominateur commun? Le sionisme. Et alors pour revenir rapidement sur François Fillon, je sais pas pourquoi, j'avais noté Barouin. Vous vouliez faire une allusion à Barouin, non? Qui? Ben vous, en rapport avec Fillon, j'avais noté en dessous. Parce que Barouin est en train de devenir le grand espoir des Républicains. Ah oui, d'accord. Or, Barouin, je ne vais pas dire de gros mots, mais Barouin est franc-maçon. Et en tant que président des maires de France, il avait voulu que les maires de France interdisent les crèches. Ah oui. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir qui est Barouin. Alors Barouin, justement, alors que les Pécresse et compagnie, les Xavier Bertrand, ils font pas le poids vraiment.
on va nous sortir ce jeune, entre guillemets, de Barmois. Et François Jacob? François Jacob est très curieux. J'avoue que je suis perplexe à son sujet. Je n'arrive pas à arriver à une certitude. Il est de souche paysanne. Alors, le nom qu'il a, c'est pas tellement le profil de souche paysanne. Je ne sais pas. Il a été, si mes souvenirs sont exacts, assez correct avec François Fillon. Il n'a pas hurlé contre lui à mort, contre les Pécresse, les Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand, les Juppé et compagnie, et puis un autre qui, je crois, a quelques petits problèmes de justice, heureusement, qui s'appelait Thierry Solaire, franc-maçon aussi. Et je ne situe pas bien Christian Jacob. Je dis, bon, son nom est surprenant, mais c'est tout aussi surprenant d'apprendre qu'il est sous-paysan. Et qu'avant de rentrer en politique, il avait une exploitation. Je pense qu'il l'a toujours d'ailleurs, mais que c'est plus lui qui s'en occupe. Donc, je ne sais pas, à surveiller. Je ne porte pas de jugement, non, pour l'instant, j'observe. La région Bourgogne-Franche-Comté n'a plus les moyens de s'occuper de l'abbaye de Pontigny. Elle décide donc de la brader pour 1,8 million d'euros. Un commentaire? D'une part, c'est pas cher. J'ai vu l'image, c'est une belle abbaye. Mais je suppose que la région Bourgogne-Franche-Comté, qui pourtant est une région riche, Bourgogne tout de même, préfère mettre son argent dans l'accueil aux migrants. On a des priorités en République. Alors, pour en revenir très rapidement sur le général de Villiers, il aurait été approché par Marine Le Pen en vue des prochaines élections. Cette annonce, cela annonce quelque rivalité peut-être au présidentiel, ou alors est-ce que Marine Le Pen pourra gouverner? Certainement. Alors, est-ce que Marine Le Pen se rend compte qu'elle n'a aucune chance et que le seul moyen de jouer un rôle encore, c'est d'apparaître comme seconde du général de Villiers? C'est possible, mais là je répète ce que j'ai dit quasiment à l'instant, c'est que le dénominateur commun, c'est leur sionisme à tous les deux. Le journal prétendument d'extrême droite Valeurs Actuelles a récemment fait sa une avec Emmanuel Macron. Que peut-on en conclure? Eh bien, ça fait partie de la stratégie de Macron et de Zemmour, c'est-à-dire essayer de récupérer les milieux dits d'extrême droite. Vraiment, les mots ne veulent plus rien dire, parce que Valeurs Actuelles, le journal d'extrême droite, il ne faut pas rigoler non plus. Donc, ça fait partie de cette stratégie. Et il est évident que Emmanuel Macron joue sur la même longueur d'onde que Zemmour. C'est la même chose, sont deux sionistes, tous les deux de même origine. Je dois tout de même rappeler que Emmanuel Macron est un Marin, par son arrière-grand-mère maternelle. Et donc, ça n'a rien de surprenant. Ils travaillent ensemble et ils essayent de cocufier une fois de plus cette malheureuse droite nationale, catholique, etc. Et d'autant que je ne sais pas si vous observez que c'est que dans nombre de commentaires à la télévision, on nous présente maintenant Macron comme l'homme de la droite. Oui. Question suivante, que pensez-vous de l'idée de sagesse populaire? Pensez-vous que les peuples ont une intelligence leur permettant de juger et d'élire le dirigeant qui leur conviendrait? Non. Non, ce qu'on constate à chaque fois, c'est que le peuple, quand il souffre tôt, réagit, mais il est incapable de faire une révolution. Pour bien choisir, il n'y a qu'à voir le vote des Français. Qui ont-ils élu depuis des décennies, des décennies et des décennies? Ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas, et puis ils sont trompés par les médias. Et c'est comme ça qu'ils ont systématiquement voté, sans remonter à Mathusalem,
De Gaulle, Giscard d'Estaing, etc., Chirac, Sarkozy, et jusqu'à Macron. C'est ça le drame. Et il y a une très belle page de José Antonio Primo de Rivera à ce sujet-là, dans laquelle il dit à peu près ceci, je le cite de mémoire, que les peuples qui ont besoin d'une révolution sont incapables de la faire. Ils ont besoin d'une élite pour la faire. Il faut toujours l'élite, c'est un petit nombre bien déterminé. Un petit monde qui a la vision de ce qu'il faut faire et qui entraîne par la suite la masse. Mais toutes les révolutions ont été le fait d'une minorité. Pas du tout le peuple levé en masse qui réussit à le faire. Secondairement, oui, mais parce qu'il y a derrière le moteur qui donne la direction. Alors on peut quand même reconnaître un certain bon sens à la population. Il y a un bon sens, oui, un bon sens parce qu'ils se rendent compte, les gilets jaunes c'est du bon sens, c'est évident, ils se rendent compte que la politique du pouvoir tend à les ruiner, donc ils réagissent comme ça. Mais que faire? À part quelques gilets jaunes que nous connaissons, combien ont la notion de ce qu'il faudrait faire en remplacement? Pas. D'ailleurs, je profite pour citer Anatole France. Ça date de 1908. Alors je vais citer: après s'être soustraite à l'autorité des rois et des empereurs, après avoir proclamé 3 fois sa liberté, la France est soumise à des compagnies financières qui disposent des richesses du pays et, par le moyen d'une presse achetée, dirigent l'opinion. Parfait. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Oui. J'aimerais que vous m'envoyiez la citation, elle est très bonne. Je vous l'envoie, c'est pas trop. Anatole France, c'était de nos idées? Anatole France, était-il de nos idées? En partie, je sais que mon père en a beaucoup parlé dans ses écrits, et des aspects tout à fait positifs. Je ne m'en parle plus suffisamment dans quel cadre, mais c'était tout de même un bon critique de la société libérale démocratique. Alors, peut-on être national-socialiste et catholique? À cette question, Pierre Hillard répond par la négative et soutient que l'on ne peut pas défendre Hitler lorsque l'on se prétend catholique. Contrairement au collectif Deus Vult qui a tenté de lui répondre, comment vous placez-vous face à ces deux opinions divergentes? Mais j'appuie totalement la position de Deus Vult. Je l'ai écouté encore hier soir, je vous remercie d'ailleurs de me l'avoir signalé, c'est remarquable. D'abord, c'est très 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 bien documenté. Contrairement à la soi-disant documentation de Pierre Hillard, et il démontre, Deus Vult démontre que Pierre Hillard en fait se sert de texte de Martin Bormann, qui était un athée, qui a passé son temps à changer certaines déclarations privées d'Hitler pour le faire dire le contraire de ce que Hitler disait. Deus Vult rappelle aussi la formation chrétienne catholique, même d'Hitler, son respect pour la Vierge Marie. Il était très attaché à la Vierge Marie. C'était une de ses marottes. Et j'avoue que j'ai été très très agréablement surpris je tiens à les féliciter. De ce collectif. Je ne sais pas s'ils m'entendront ou pas, je tiens à les féliciter du sérieux de leur travail. Le problème, c'est qu'au travers de leur réponse à Pierre Hillard, j'ai découvert un autre aspect de Pierre Hillard que je n'avais pas encore soupçonné. C'est-à-dire la manipulation de textes pour faire valoir sa thèse. Bon, ce serait ce Bronmann qui aurait manipulé les textes. Lui n'a repris que des textes déjà tronqués. Oui, mais alors comment se fait-il que Deus Vult découvre ce qu'il y a derrière le truc de Bronfman, Bronmann. Et que Hillard, ce soi-disant grand historien, ne le découvre pas. C'est parce que c'est contraire à sa thèse. Il y a quelque chose de trouble, et vous savez très bien que ce n'est pas d'aujourd'hui que je tiens ce discours par rapport à Hillard. Cet homme me surprend, et pas dans le bon sens,
parce que finalement, quand on analyse le résultat de sa ligne politique, il fait le jeu des mondialistes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté sa dernière conférence qui est... Oui, bah alors justement, on va y venir. Et dans ce très très bon document de Deusult, j'ai retrouvé nombre d'argumentations que j'avais déjà faites, qu'on retrouve dans ma conférence, non, en tout cas dans mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine, et notamment l'allusion au rôle très nocif du pape Pie XI. Ça, ils l'ont pas raté. Ils l'ont pas raté, et comme moi, ils font partir à peu près de ce moment-là le changement du Troisième Reich par rapport à la religion catholique. Si bien que c'est la tendance athée païenne. Forcément, si un pape vous tape dessus, évidemment, il y a une réaction négative. Évidemment, c'est humain. C'est humain et ça a donné des armes au plan athée, ésotérique, société tuée, etc., dont parle justement en plus de ça Deusult. Alors, pour en revenir à Pierre Hillard. Attendez, est-ce qu'on peut finir sur Deusult et l'aspect d'Hitler? En fait, parce que Pie XI, quand même, à ce moment-là, dénonçait une dérive racialiste qu'il y avait dans le Troisième Reich, à vouloir mettre la race au-dessus de... Oui. Il y avait quand même un aspect. Tout à fait, il y avait un aspect, c'était ce qu'on appelle le pan-germanisme, etc. C'est évident, c'était pas très sain. D'autant que quand on voit Hitler, c'était tout de même pas le grand arien blond. Hein. Bon, et puis les origines d'Hitler aussi qui sont quelque peu douteuses. Bon, mais ceci dit, le début du Troisième Reich n'a pas été hostile à la religion catholique, bien au contraire. Et Deusult rappelle à juste titre ce que je rappelle moi aussi très souvent quand je parle du sujet, le Concordat qui a été passé, c'était en 1933 je crois. Signé par qui? Par von Papen, qui était catholique, représentant du Reich, et par le nonce apostolique à Berlin, qui était le monseigneur Pacelli, le futur Pie XII. Donc, au départ, il n'y avait pas d'hostilité. Deusult signale aussi que du temps d'Hitler, il y a eu, je ne sais pas, 2500 églises qui ont été construites. Églises catholiques qui ont été construites. On ne peut pas dire que c'était un antagonisme d'origine. Non, je trouve vraiment cette réponse de Deusult remarquable. Et je tiens à les en féliciter, parce que c'est rare dans le milieu. Bon, très bien. Seulement, en fait, juste une petite parenthèse, il faut que je vous envoie, il faut que je trouve la vidéo, que je vous l'envoie. Votre position est la même que Vincent Renoir. Vincent Renoir, qui lui aussi se réclame national-socialiste et catholique. Oui, tout à fait. Donc il faut que je retrouve, et là, Alors, pour terminer justement sur Hillard, vous aviez commencé une phrase, et je vous ai dit, je vais en parler. Oui. C'est l'aspect désespérant de Hillard. Sur sa conférence. C'est un qui tartine sur le mondialisme et qui à la fin vous dit de toute façon, c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il continue à écrire? Il dit exactement que nos ennemis ont gagné, que c'est cuit. Que le nouvel ordre mondial a gagné, que c'est cuit, etc. etc. Ben, des gens comme ça, on n'en a pas besoin. Non, mais c'est démobilisateur. Bon, bah si c'est cuit, qu'est-ce qu'on a à faire? Pourquoi il continue-t-il à écrire, à moins pour gagner sa croûte? Mais il gagne sa croûte sur la désespérance des gens, je sais pas. En tout cas, il y a un aspect catastrophiste qu'on retrouve d'ailleurs dans justement le nouvel ordre mondial. Regardez, la pollution, on va mourir, la planète est en train de se détruire. Tout à fait. D'ailleurs, vous verrez la contre-argumentation que je donne dans ma conférence de cet après-midi. C'est vraiment l'antithèse totale et intégrale des thèses de Hillard. Et contrairement à lui, j'explique pourquoi je dis que, au contraire, le nouvel ordre mondial est en train de perdre. Accepteriez-vous de faire un débat face à M. Hillard? Hein? Accepteriez-vous de faire un débat? Bien sûr, mais depuis combien de temps que je le propose et que M. Hillard botte en touche, et c'est même pas moi qui le demande, ce sont des gens qui l'apprécient, qui me disent « Mais pourquoi vous ne débattez pas avec lui ?» Et je leur réponds « Mais parce que M. Hillard, jusqu'à présent, n'a pas accepté. Alors demandez-lui, exigez de lui que l'on fasse un débat public. » Moi, je suis là. Tout à fait disposé. Peut-être que vous avez été un peu trop... Vis-à-vis de lui? Tatillon vis-à-vis de lui, peut-être. Non, pas tatillon, non, c'est pas le terme. Insultant? Non. Non, pas insultant.
provocateur, non pas provocateur, mordant, acide. oui, mordant, un petit peu mordant. Bah, c'est évident, quand je vois un certain nombre d'énormités qu'il profère, ne tenant aucun compte des faits, je me dis, il y a un problème. Bon, on espère qu'il acceptera et qu'un jour ce débat pourra avoir lieu. J'en doute, mais de toute façon, je suis là, j'accepte. Même ça n'a même pas besoin que ça soit face à face dans la même pièce. S'il veut, ça peut se faire. Chacun pour éviter d'en venir aux mains. Oh oui, chacun chez soi. Mais c'est pas une mon genre caméra. de venir aux mains. Je Non, pourrais c'est dire ça autrement. comme Diane a dit tout à l'heure, le fait insultant, non, parce que au contraire de ce que certains prétendent, vous n'insultez jamais personne, que je sache. Oui, mais vous avez insinué que c'était un peu un crétin, de toute manière. Alors, insinuation, pourquoi pas insulter? C'est faux. Je regrette beaucoup quand on me sert des thèses qui ne reposent pas sur la réalité que l'on peut palper, dont on a de multiples références, je me dis, il y a un problème. Alors oui, il est bête, ou c'est un agent ennemi. Ah, carrément. Oui. Ah, carrément. Mais c'est pas la première fois que je le dis. Non, je sais bien, mais bon, est-ce que vous pensez qu'après avoir dit ça, il acceptera? Bah, il faut qu'il se défende. Oui, il faut qu'il se défende, justement, s'il ne l'est pas, qu'il me démontre qu'il ne l'est pas. Et pas simplement à moi, mais aux foules qui n'attendent que cette confrontation. Vous avez reçu récemment un message d'un certain Florian Rouanet, que vous connaissez très bien. En vous demandant, il prétend que vous influencez M. Jérôme Bourbon contre lui. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Je répondrai qu'il ne manque pas de toupet. Est-ce que je peux citer ce qu'il vous a écrit? Oui. Ah oui. Bonjour Monsieur Plancard-Dassac. C'est par cette missive que je viens vous questionner. Quand cesseriez-vous vos gamineries auprès de Monsieur Jérôme Bourbon? La pratique du chantage était du niveau d'un enfant en bas âge, hier comme aujourd'hui. N'étant ni bourgeois ni retraité, je n'ai pas que ça à gérer au quotidien. Veuillez donc laisser notre ami commun en dehors de toute querelle. Eh bien, je répète ce que j'ai commencé à dire, il ne manque pas de toupet. Parce que ce Florian Rouanet, que j'ai fichu à la porte de nos cercles, parce que j'avais déjà constaté le peu de crédit qu'on pouvait lui donner, est un garçon instable, un garçon qui cherche à se créer un nom en se servant des autres, puis il n'est pas le premier d'ailleurs. Et puis il y a le fait que je connais toutes les insultes qu'il a pu proférer contre moi, soit directement ou plus ou moins directement sur son blog habituel, ou à travers de pseudos sur des blogs qu'il anime lui-même. Je sais tout de ce qu'il a écrit ou dit à mon sujet. Alors, en ce qui concerne Bourbon, justement, il est effectif que j'en ai parlé à Jérôme Bourbon en lui disant je crois que vous ne connaissez pas très bien la personnalité étrange de M. Florian Rouanet. Et je lui donnais les éléments, justement, les quelques, enfin pas tout, les quelques références de ce que Florian Rouanet avait dit contre moi. Bon. Et je lui ai dit, écoutez, il va falloir choisir. C'était justement après que Jérôme Bourbon ait repris contact avec moi, ce dont je suis enchanté. Et voilà. Donc, Florian Rouanet, c'est un cas. Il ne manque pas de toupet. Je crois qu'il ne met pas cher ami à un moment donné. Non, bonjour Monsieur Plancard-Dassac. Et à la fin? J'ai pas la fin, mais non, je crois pas. Je ne sais plus. Ou amicalement, je ne sais pas, comme ça. Mais ça. Et en ayant discuté avec Jérôme Bourbon tout dernièrement, Jérôme Bourbon m'a dit je suis atterré, je ne l'avais pas perçu comme ça, il perd les pédales. Voilà, on en est là. Et je crois que Jérôme Bourbon est assez grand garçon, à partir du moment où on lui donne les éléments d'appréciation pour comprendre ce qui se passe. Bon, question suivante. Dans l'une de ses dernières vidéos, Daniel Conversano utilise le thème d'ethno-nationalisme en défense de l'Occident blanc. À cette occasion, pouvez-vous rappeler ce qu'est le nationalisme? Et si ce terme ethno-nationaliste est-il judicieux? Il me fait penser un petit peu, encore une fois, à Florian Rouanet, qui a inventé un nouveau truc dernièrement pour paraître faire novateur.
c'est-à-dire le fascisme thomiste. Bon, d'accord. Or, que ce soit Conversano ou Rouanet, il oublie une chose, c'est que le nationalisme français est bien antérieur à toutes ces réactions, qu'elles soient nationales-socialistes, fascistes ou autres. Et que toutes les révolutions que l'on peut appeler nationalistes de la première moitié du XXe siècle se sont toutes inspirées du travail de l'école nationaliste française. Et c'est pour ça que je dis, bon, pourquoi essayer de prôner l'ersatz alors qu'on a l'original? Donc tout ça, c'est pas sérieux. Machin chouette, comment il dit Ethno-nationalisme. Ethno-nationalisme, c'est du racisme. Nous, ce qui nous intéresse en tant que nationalistes, c'est, quelle que soit la personne, quelles que soient ses origines, est-ce qu'ils défendent notre héritage national ou pas? Vous pouvez être d'origine portugaise, espagnole, italienne, maghrébine. Mais si la personne soutient notre héritage national, même s'il n'en est pas issu, pour nous nationalistes, c'est ce qui compte, c'est pas le problème de race. Et ça, dernièrement, je crois que je l'ai démontré, je crois que c'était dans le dernier entretien. S'il suffisait de la race pour que l'individu raisonne correctement et fasse ce qu'il faut faire, comment se fait-il que tous les Blancs qui ont voté, je rappellerai ce que j'ai dit tout à l'heure, qui ont voté systématiquement à travers les âges, De Gaulle, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, Macron, s'il suffisait d'être blanc pour bien réagir, eh bien il n'y aurait pas de problème. Ben justement, il y a un problème. Même s'ils sont blancs. Ah, eh bien là, ces racistes primaires ne le comprennent pas. D'ailleurs, Daniel Conversano a accusé dans une vidéo, il faut savoir qu'il a son petit business en Roumanie. Ah bon? Oui, je connais pas. Ce petit moment, oui, enfin apparemment il a... Oui, il fait proxénète en fait. Alors, ça, ce sont des propos, il dit que ce sont des propos d'Alain Soral, que Alain Soral l'aurait traité de proxénète. Parce qu'apparemment il arrange les mariages, je ne sais pas quoi. C'est quand même vrai qu'il essaye de faire rencontrer des garçons blancs un peu en difficulté pour trouver une femme. Il les envoie en Roumanie pour les faire rencontrer des femmes. C'est vrai. Ça c'est avéré. D'ailleurs il n'est pas le seul. San Giorgio, Piero San Giorgio aussi encourage ce genre de... San Giorgio, alors belle référence encore ça. Encourage, et récemment il a été agressé en sortant d'une conférence à Marseille, je crois. Et il accuse, alors là je n'ai plus en tête, il accuse Alain Soral. Alors soit il dit que c'est Soral lui-même qui l'a agressé, ou qu'il a commandité, je ne sais plus, commandité, une agression contre lui. Alors je ne sais pas quelles sont ses preuves. Soral, je crois qu'il n'a pas encore réagi, je crois. C'est vraiment donné beaucoup d'importance. Oui, c'est pas en fait, Conversano, c'est comme tous les autres, Rouanet, ils essaient ils font tout pour que l'on parle d'eux. Donc on tombe un petit peu dans le piège en nous énervant sur tel ou tel aspect de leur discours. C'est du vide. C'est du vide. Oui, mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est quand même leurs erreurs quand ils... Ah oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait. Mais rappelez-vous comment Conversano, ne réussissant pas à me faire accepter un entretien avec lui, j'avais donné des raisons, etc. La seule réponse à l'époque, ça a été qu'il m'avait montré ses fesses. Alors, comme démonstration, en plus de ça, évidemment, je ne suis pas amateur de ce genre de fesses. Pas besoin de vous faire un dessin. Mais lui, de toute façon, les Rouennais, lui, personnellement, je pense qu'ils sont coincés en plein milieu de la pyramide de Maslow. En fait, ils sont coincés au niveau du besoin de reconnaissance constant, tout le temps. Et concernant Rouennais, je l'ai remarqué, toutes les vidéos qu'il a fait avec vous, il mettait entretien avec Florian Rouanet. Et à un moment donné, il fait pareil avec même, voilà, exactement. Et même à un moment donné, j'ai repéré qu'il annonçait les conférences de Florian Rouanet.
Et puis seulement après, on voyait que c'était avec moi. Avec Blanca-Nessac. Et il refait le même truc avec Bourbon. Maintenant, il se met carrément en vidéo, c'est-à-dire pas comme nous, où on montre pas notre visage, nous, parce qu'on est secondaire par rapport à vous. Non, lui, il se met face à Bourbon, on les voit tous les deux en vidéo, je veux dire. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait remarquer à Bourbon. Je lui dis, mais il vous arrive ce qu'il a essayé de faire avec moi jusqu'à le moment où j'ai découvert sa duplicité. Il se sert de vous pour créer son personnage. Donc c'est bien. Ça Bourbon n'a pas apprécié du tout ce petit jeu-là. Apparemment, il l'a compris. D'ailleurs, c'est pas par hasard si Rouanet a écrit cette missive que vous avez lue tout à l'heure. Il est mal à l'aise. Il est furieux parce que je l'ai coincé. Alors, prochaine question. Alors, y a-t-il encore un peuple français? À quel moment peut-on dire qu'un peuple n'existe plus? C'est une bonne question. Eh bien, je pense qu'un peuple n'existe plus le jour où il ne se reconnaît plus dans son histoire. Et c'est ça tout le rôle du mondialisme et des suppôts du mondialisme, c'est faire perdre la notion de l'histoire d'un peuple, le nôtre en l'occurrence, mais pas que nous, de façon à les amener à être des citoyens du monde. D'où cette manière aussi de culpabiliser constamment le français. En plus de ça. Oui. Le méchant français ils en arrivent à faire haïr notre propre mémoire nationale. Et c'est contre là-dessus, évidemment, que nous réagissons. Donc là, la question est tout à fait adaptée, malheureusement, mais c'est ça. Le problème, c'est que il y a toujours des retours dans l'histoire. Regardez, on pourrait parler de l'effondrement de l'Empire romain. Bon, effectivement, après l'Empire romain, l'Italie, ça a été les grandes cités commerciales, etc., etc. Donc ça n'avait plus cette aura d'empire comme ça avait du temps de l'Empire romain. Et puis les siècles ont passé, et puis il y a eu une réaction, une espèce de nouvelle volonté qui s'est affichée avec le fascisme et Mussolini. Alors certes, ce n'était pas l'Empire romain, mais les peuples ne meurent pas jamais totalement. Ou alors il faut vraiment qu'on les ait beaucoup métissés, et là encore, c'est ce que veut faire le mondialisme au travers de l'immigration-invasion. Parce que quand Zemmour nous alerte contre le danger islamique, avec son poisson pilote de Hervé Rijssel, mais il se garde bien d'exiger l'arrêt de l'immigration. Ah bah ça non. C'est toujours la même chose. Quand on dénonce un problème, il y a l'effet nocif que l'on constate, mais si on veut régler le problème, il faut remonter la cause. Non. Ce qu'ils ne font pas. Pour Zemmour, c'est juste une question de prénom. S'il change de prénom, alors là... Ah oui, prénom, oui. Parce que lui a changé de prénom. Lui a changé de prénom. Moïse est devenu Éric. Mais il revient Moïse à la synagogue. Il est Moïse, alors il est Éric à la maison. Et puis il a deux vaisselles aussi. Il y a une vaisselle pour les juifs et une vaisselle pour les goyes. Oui, parce qu'il mélange. Non, c'est pas sérieux tout ça. Il faut vraiment être totalement débile. Débile, pas. D'ailleurs, Jérôme Bourbon a fait un très bon éditorial en octobre. Ah oui, je comptais bien le signaler. Bourbon a fait très bon article, même je crois que c'est le deuxième. Il compare Forisson et Zemmour de la différence entre vraie censure et censure promotionnelle. Tout à fait. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a sa dénonciation de ces pseudo-librairies catho-tradies qui ont servi la soupe à Zemmour. Il écrit « Les librairies dites catholiques traditionnalistes se font sans exception un devoir et une gloire d'organiser avec lui, avec Zemmour, des séances de dédicaces et ne tarissent pas d'éloges sur l'homme, ses idées, son courage, son talent, sa lucidité. » Tout à fait. Il fut une époque où les gens de droite avaient pour maître à penser Maurras, Barrès ou Drummond. Aujourd'hui, ils ont les yeux de Chimène pour un séfarade, affirmant qu'ils ne croient pas à la divinité du Christ ni à sa résurrection. Tout à fait, non, c'est remarquable. Et il y avait encore autre chose que j'avais signalé. À la fin, il dit bien on aurait aimé que les écrivains, les publicistes, les personnalités de notre mouvance, donc type Rissen, Convention et compagnie,
y compris ceux qui jusque-là faisaient bruyamment profession d'antisémitisme, écrivissent ces vérités, mais dès lors que les mêmes ont soutenu, et souvent continuent à soutenir, la tenancière de la cage aux folles malgré tout le mal qu'elle a fait, et en dépit de toutes ces trahisons, qu'attendre hélas d'un monde aussi vermoulu. Il fait allusion à Marine Le Pen. Il fait allusion à Marine Le Pen, il fait allusion à Ricen. Attends, c'est quoi? Ah, ça c'est Youssef Indy, bon, ça c'est Youssef Indy concernant Zemmour. Illustration parfaite de ce que j'explique ces dernières années. L'intellectuel juif de gauche, Attali, monte le musulman contre le blanc, accessoirement catholique, et l'intellectuel juif de droite, Zemmour, monte le blanc contre le musulman. On l'avait cité dans le dernier entretien. Yep. Ah, ça. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Oui, c'est parlant, c'est tout à fait ça. C'est un jeu de rôle. Et puis... Un jeu de rôle, c'est ce que je dis, c'est un jeu de rôle. Donc ça c'est concernant voilà, la destruction du peuple français, encouragé donc, par ces soi-disant défenseurs de la France comme Zemmour. Ricen continue d'ailleurs de soutenir Zemmour. Avez-vous de nouveaux éléments à nous apporter quant au revirement de ce prétendu antisémite ? Alors, bon, il y a eu son entretien avec l'abbé Rioux. C'est hallucinant cet entretien où on voit ce malheureux abbé Rioux qui essaye de parler et Ricen qui lui coupe la parole, qui lui coupe la parole, qui lui coupe la parole. C'est très désagréable. Dans cet entretien, il y a tout de même une phrase qui est tout de même assez révélatrice, c'est quand il dit il faut qu'on s'allie à ces juifs qui sont devenus anti-islamiques. Ah bon ? Et là encore, admettons, on pourrait mettre le truc, mais ces juifs, justement, qui sont devenus anti-islamiques, premièrement, ils ne remontent pas à la cause, c'est-à-dire à leur propre intelligentsia juive qui a poussé à la décolonisation, comme je le dis à qui veut l'entendre, et je le répète, qui pousse justement à l'immigration-invasion, et toujours et encore et encore. Or, si ces milieux juifs, une partie, font semblant d'être contre l'islam, sauf en ce qui nous concerne pour nous détruire, c'est parce qu'à leur tour, ils prennent peur. Oui. Donc, c'est l'histoire de Frankenstein. Le monstre qui se retourne contre son créateur. Voilà, c'est le monstre qu'ils ont créé et qui se retourne contre son créateur. Ben, je dis bravo, c'est bien fait pour vous. Bon, il y a quand même une partie, ils sont anti-islam, mais aussi anti-immigration. Du coup, Zemmour n'a pas l'air très chaud pour continuer à ouvrir les portes, hein, malgré tout ça. Mais je n'ai pas connaissance d'un texte dans lequel il exigerait de son ami Macron l'arrêt de l'immigration. Non, c'est vrai, dans le discours sur la droite, là, la convention de la droite, non ? Si, je vois qu'il cite qu'il faut arrêter l'immigration, etc. Parce qu'il y a trop de monde, on peut pas... Je pense qu'il fait des allusions, mais bon... Il fait des allusions à l'arrêt d'immigration, oui, il faut arrêter, mais il ne remonte pas à la cause qui nous les a imposés, et qui continue à les imposer. Surtout que maintenant, je crois qu'on va avoir droit à des quotas. Oui, alors là c'est de l'enfumage. Hein. Quotas de migrants, il y a une période... Pour avoir droit aux soins gratuits ou je ne sais plus trop quoi. C'est la poudre aux yeux, c'est que Macron se rend très bien compte qu'il est certainement au courant de la vérité des sondages. Il est en chute libre et que le problème de l'immigration avec le problème du chômage est un des problèmes majeurs de l'époque et des préoccupations des Français. Donc il essaye de rassurer, et cette histoire de soi-disant projet qu'essaye de nous vendre Édouard Philippe, c'est la poudre aux yeux. Alors petite remarque, Soral a apostrophé Zemmour et lui demande un débat. Il a déjà demandé à plusieurs reprises. Pourquoi pas, oui, j'aimerais. C'est intéressant. Oui, certainement, c'est intéressant. C'est sûr. Mais alors là, je ne sais pas si c'est hors sujet ou pas, mais je dois reconnaître à Zemmour qu'il a le sens des formules. Soral a le sens des formules parce qu'il faut tout de même rappeler que c'est lui qui a trouvé la formule qui est parfaitement descriptive de nationalisme. C'est pas surtout qu'il dit, Soral affirme, par rapport à Zemmour, je suis celui qui a le moyen de le mettre à poil dans un échange télévisé ou internet.
J'ai pas envie de voir Zemmour à poil. Mais... Non, moi non plus, mais bon, c'est ce qu'il dit, c'est le moyen de le mettre à poil. Alors, lors de sa dernière foire aux questions, Henri de Lesquen affirme que l'homme n'a pas de libre arbitre, qu'il est déterminé. Qu'en pensez-vous? Ce malheureux Lesquen, il ferait bien de réfléchir avant de parler. C'est curieux parce qu'il tartine sur le libéralisme, la libre pensée, etc., qui est un terme de la maçonnique. C'est-à-dire ce j'en ai déjà dit. Alors, de toute façon, c'est une très mauvaise compréhension du sujet. Ce que l'on peut dire, c'est que Dieu, notre Créateur, a de toute éternité connaissance de ce que chaque être humain va, à un moment donné de sa vie, décider. Ce qui n'empêche pas l'être humain de choisir. Et c'est ça l'ambiguïté que Lesquen, ou la subtilité que Lesquen ne comprend pas, parce qu'il n'est pas subtil, entre autres choses, il ne comprend pas. C'est totalement différent. En fait, l'être humain a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et vous connaissez la formule, la vérité te rendra libre. C'est donc on peut choisir. Mais, puisque notre Créateur nous a fait et connaît notre parcours, il sait de toute éternité comment on va choisir. Il y a une prédétermination. C'est une... Oui, non, mais pas dans ce sens-là. Je crois que c'est pas le bon terme. En fait, il y a une erreur c'est la double détermination qui est condamnée, c'est-à-dire que Dieu a créé des hommes qui iront au ciel de toute éternité, ça c'est prévu. Tout le monde a le libre arbitre pour choisir le bien et le mal, comme vous dites, mais Dieu n'a pas créé déterminer le mal pour certains. Oui, tout à fait. Enfin, bon. Et donc c'est protestant. C'est intéressant parce que ça rejoint une notion dont j'ai parlé dans mon livre sur la maçonnerie. C'est la notion de Dieu mauvais. Le Dieu mauvais, c'est ça. Par rapport à Satan, qui serait le Dieu bon. Donc, le raisonnement de Lesquen est à prendre en considération parce que ça montre bien quelle est sa véritable imprégnation. C'est l'imprégnation de franc-maçon. Oui, et puis donc ça enlèverait de la liberté à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Donc pourquoi agir, puisque tout est déjà réglé. Prédestiné. Non, mais le problème de Lesquen, c'est que c'est entre autres choses un esprit fou. Alors on va passer à la prochaine question. Que pouvez-vous en dire sur l'exhumation du corps du général Franco, qui après avoir reposé 44 ans dans la vallée de Los Caídos, auprès des 35 000 soldats tombés, ira dans un cimetière de Madrid? Bon, eh bien c'est la haine de gauche, maçonnique et juive aussi, de ceux qui ont perdu la guerre civile de 1936, gagnée par les nationalistes espagnols. Et ce symbole de Los Caídos est tout de même très beau. C'est que quand Franco l'a conçu, c'était dans le but de réconcilier les deux adversaires d'hier, en les mettant côte à côte, reposer en paix. Et voilà ce que cette gauche judéo-maçonnique espagnole veut détruire. C'est parce que pour eux, c'est constamment l'affrontement, pas d'entente possible. Ils prennent leur revanche. D'ailleurs, j'ai une citation d'un des petits-fils du général. Alors, il dit, c'est Francisco Franco Martinez Bordiú, il dit « Cette exhumation est une profanation avec la complicité du gouvernement, des institutions espagnoles et de l'Église. » C'est évident. Alors, l'Église ne parlait pas de l'Église, hein. C'est évident, qu'elle soit en France, en Espagne ou ailleurs. J'ai vu d'ailleurs ce matin dans un des messages qu'on m'a envoyé, enfin un document, c'est qu'un des conseillers de François, le dit pape, est un membre de la Goldman Sachs. C'est pas... Attends.
C'est pas celui qui s'occupe aussi de la... Je n'ai pas le nom avec moi, mais de toute façon, on va publier ça dans le prochain numéro de la politique et probablement on en parlera dans le prochain entretien. Oui. Parce que justement, le commentaire qui accompagnait cette information, c'était ce pape qui se présente comme le pape des pauvres. C'est pas tout à fait ça. Et donc pour revenir sur Franco, c'était un symbole de paix qui disparaît. Tout à fait, un symbole de paix, mais justement, il voulait réconcilier les adversaires de la veille. Et je trouve que c'était vraiment un très beau geste, puisque bon, il ne voulait pas juger, il évacuait tous les crimes, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier les crimes de cette gauche espagnole, surtout anarchiste, même beaucoup plus que communiste. C'est très curieux d'ailleurs. Qui a été le moteur de cette révolution espagnole, jusqu'au moment où les éléments nationalistes autour de José Antonio Primo de Rivera et une partie de l'armée espagnole se sont révoltés, et puis ça a été sanglant. Il y a de très très belles pages, et je recommanderais le livre je crois que c'est de Brasillac et de qui encore. C'était je crois que le titre c'était La guerre civile d'Espagne. Très très intéressant. Et je m'en suis d'ailleurs souvent inspiré, notamment sur la façon dont certains ont réussi à prendre en main des casernes au culot, en osant. Et justement, c'est ce qui manque à notre époque, ce sont des gens qui osent. Parce qu'il n'y a plus rien dans les pantalons. Et pour revenir à cette histoire de fierté, de nation, c'est une manière de diviser un peu plus les Espagnols entre eux, à nouveau, qu'ils soient à nouveau... ça va réanimer les haines. Ça va réanimer les haines. Mais on en revient à cette volonté de détruire l'histoire d'une nation dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Le libéralisme-modernisme dans l'Église est-il apparu concomitamment à la négation de l'Ancien Testament ? Je ne sais pas si on peut formuler ça de cette façon-là. Ce que l'on peut constater, c'est que la démarche moderniste, démocrate chrétienne, libérale dans l'Église, essaye, c'est une constante, d'accommoder la révolution avec la religion. C'est ça le problème. Alors, entre autres choses, on retrouve ça dans ce qu'on a appelé la théologie de la révolution. Appelé avec Dom Helder Camara au Brésil, que l'on retrouve à travers le conclave d'Amazonie. Le synode. Le synode d'Amazonie. C'est une tentation perpétuelle de ces milieux-là, c'est d'essayer de marier ensemble la révolution et l'Église. Pas possible. Pas possible, parce que si l'Église se rapproche de la révolution, il n'y a plus d'Église. Mais là, la question se portait davantage sur l'aspect de l'Ancien Testament. Comment l'Église voit-elle l'Ancien Testament ? Justement, mais c'est un petit peu ce que je dénonce à travers du décret Nostra Aetate, c'est-à-dire de judaïsation de l'Église. Il se sert de l'Ancien... En fait, on en arrive quasiment à une négation du Nouveau Testament au nom de l'Ancien Testament. J'ai vu passer des choses dernièrement, d'ailleurs il faudra que je retrouve ça et que je fasse un papier là-dessus. C'est, en fait, le Christ dérange. Il dérange. Hein ? Voulez-vous m'expliquer pourquoi Monseigneur Ré, évêque de Fréjus-Toulon, a accepté de se rendre à une manifestation juive, je l'ai cité au moment d'une de mes conférences sur l'incendie de Notre-Dame. Et donc c'était au mois de mai ou de juin, mai je crois. Il accepte de se rendre à une manifestation de juifs de son diocèse, si on peut dire, pour célébrer la mémoire de l'histoire du judaïsme.
pas un petit problème là. Ma question se tournait quand même plus sur... Si, bien sûr qu'il y a un problème, et il y a une judaïsation de l'Église, ça, on est d'accord. Mais est apparu au moment de... et bien avant Vatican II, comme une volonté d'oublier ce qu'était l'Ancien Testament, avec tous ces prophètes qui avaient mis en garde. Oui. Pour mieux pouvoir pénétrer l'Église dans son aspect... En fait, il y a eu comme un oubli de l'Ancien Testament à ce moment-là, qui a permis une... Mais bon, essayons de cerner les choses. Quand le Christ apparaît, il vient délivrer un message. Ce message, on l'acceptait ou on ne l'acceptait pas. Les Juifs, tout au moins les grands Juifs de l'époque, ne l'ont pas accepté. D'autres l'ont accepté. Et puis il y a eu toute la masse de ceux qui n'étaient pas juifs, qui étaient d'origine païenne, etc., qui l'ont accepté aussi. Et justement, en fait, aujourd'hui, le peuple élu, ce n'est pas le peuple juif. Ce sont ceux qui ont accepté le message du Christ. Et c'est pour ça que les Juifs de tout temps, depuis lors, ont la haine viscérée entre eux, contre tout ce qui est christianisme. Parce qu'ils ont été dépossédés de ce... Ça, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. De ce terme de peuple élu. Ils ne sont plus le peuple élu par leur propre faute. Donc on est dans une ambiguïté. Je comprends à peu près ce que vous voulez dire par votre question, mais je crois qu'il faut être plus simple et expliquer justement d'où vient ce changement de peuple élu que les Juifs de tout temps n'acceptent pas, parce qu'ils en ont été dépossédés par leur propre orgueil, puisque le Messie ne leur apportait pas la domination sur le monde qu'ils en attendaient. C'est ce que je répète quasiment conférence après conférence ou entretien après entretien. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne comprend pas la démarche du mondialisme d'aujourd'hui. Tout est là. Bon, nous allons passer aux questions à l'international. Que pensez-vous de l'annonce de la mort d'Al-Baghdadi? Ne me faites pas rire. Vous avez vu le communiqué que nous avons fait là-dessus. C'est du copier-coller de la mort de Ben Laden. C'est pas la même chose, c'est pour des motifs électoraux. Et alors, bien entendu, l'État islamique s'est précipité pour pleurer son chef, etc. Et alors, c'est curieux, mais personne ne nous a rappelé quel était le vrai nom de Al-Baghdadi. Samuel Elliott. Samuel Elliott, qui était qui? C'était un agent du Mossad. Alors, vous pensez qu'il se dort la pilule à Tel Aviv, là? Je ne sais rien du tout, mais en tout cas, à mon avis, il n'est pas mort. Ou alors, il est déjà mort depuis longtemps, je ne sais pas. Mais ça vient trop à propos. Et Trump est en très mauvaise position actuellement, parce qu'il se rend compte que les États-Unis ont perdu sur le terrain en Syrie, grâce aux Russes. Là, encore une fois, c'est une évidence que M. Pierre Hillard ne veut pas voir. Bon. Donc, vis-à-vis de son opinion publique, il a tout de même perdu la face. Et cette histoire de soi-disant liquidation d'Al-Baghdadi, c'est... Voilà, on l'a eu, vous voyez, comme je suis fort. Alors Trump joue un jeu peut-être trouble à l'international, mais au niveau national... Qui donc? Ah oui, Trump. Ouais. Trump joue peut-être un jeu trouble à l'international, mais sur le plan national, il a quand même relevé économiquement son pays. Incontestablement. Mais ça c'est du business. De toute façon, les États-Unis ont toujours fonctionné sur la guerre. Et c'est un pays qui était en guerre permanente depuis sa création quasiment. De toute façon, la démocratie américaine est le premier pourvoyeur de guerre. Alors j'ai une petite citation de la part de notre, comme vous dites bien, notre coquelet élyséen, qu'il dit, concernant Al-Baghdadi, « La mort d'Al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale. » Voilà, pourquoi pas.
pour que l'organisation terroriste soit définitivement défaite. C'est notre priorité au Levant. Alors, la coalition internationale dont il parle n'a rien fait du tout pendant 2 ou 3 ans. Mais ça, rassurez-vous, je vais en parler cet après-midi dans la conférence. Parce que alors là, c'est toujours l'hypocrisie totale et intégrale. On fait semblant d'eux, mais finalement, ils font le contraire. C'est la disparition du corps, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, mais là encore, est-ce qu'on nous a montré le corps? Non, Trump a dit le corps va être éliminé correctement, et je ne sais pas quoi. Comme Ben Laden. Or, j'ai des amis de confession musulmane qui m'ont expliqué que cette façon de faire disparaître le corps n'a rien à voir avec le rituel musulman. Tu peux le faire, je crois, s'il y a une mort en mer. Si tu es dans un bateau, là tu peux le faire, mais c'est pas le cas, donc je ne vois pas pourquoi. J'avais déjà entendu ça au sujet de la soi-disant mort, entre guillemets, de Ben Laden. Pareil. Exactement. Parce qu'ils prétendent l'incinérer, l'inhumer de manière musulmane. Oui, ils prétendent suivre un rituel musulman en jetant le corps à la mer. Alors que ça, non, selon les rituels musulmans, ça n'existe pas. Ça existe. Une fois, montre pas le corps de même reconnaissable au point de vue visage de Al-Baghdadi, Ben Laden. Ben Laden, ils ont sorti, il y a une photo qui a fuité, c'était une fausse photo, trafiquée. Oh, ils nous ont montré le corps de ce malheureux. Ben Laden a été abattu, a été tué par balle, même chose qu'Al-Baghdadi. On nous a montré le corps de Saddam Hussein. On nous a montré le corps du colonel Kadhafi. Tout à fait. Et les autres deux, non. Il faut les jeter à la mer vite fait. Exactement. On va encore nous traiter de complotistes, de raconter n'importe quoi. C'est exactement ça. Pouvez-vous dire un mot sur les taxes douanières qu'impose Trump aux vins français? Bon, il défend les intérêts américains, c'est évident. Moi, je dirais pas que c'est normal. C'est du racket, mais moi c'est pas sur Trump que j'ai envie de taper, ce sont sur les dirigeants européens qui se laissent faire. Hein? Quand on voit les millions, sinon les milliards que des entreprises françaises et européennes ont payés sous prétexte que les États-Unis avaient condamné une entreprise parce qu'elle avait plus ou moins commercé avec l'Iran, etc., mais pourquoi on ne les envoie pas pour mieux? On n'a pas besoin des Américains. On a une possibilité de commerce déjà dans la zone européenne suffisante, et puis on n'a qu'à s'ouvrir à l'Est. On n'a qu'à s'ouvrir à la Russie et tout l'Extrême-Orient. On n'a pas besoin des Américains, c'est le meilleur moyen de les couler. C'est ce que Poutine a compris d'ailleurs, puisque depuis, il doit y avoir 4-5 ans au moins maintenant, ça a commencé avec, au travers des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, etc., l'Inde, et que les échanges commerciaux se fassent hors dollar. Or maintenant, ça a débordé très largement la sphère des BRICS, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui s'agglutinent autour de cette notion de commerce en dehors du dollar. Donc c'est la fin du dollar. Et si c'est la fin du dollar, c'est la fin de l'impérialisme américanationniste. Encore une chose que je souligne pour M. Villard. Je crois qu'il y a pas beaucoup de pays, des pays africains qui ont signé des accords commerciaux avec la Russie. Ah, totalement, en ce moment. Vous avez vu la réunion qu'il a faite avec la plupart des pays d'Afrique à Sochi. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est invraisemblable. Non, mais rappelez-vous mon éditorial, il devrait y avoir 2 mois maintenant, sur le nationalisme et l'impérialisme de Vladimir Poutine. Il ne fait pas du mondialisme, il reconstitue, en l'élargissant encore plus, l'empire tsariste. C'est du nationalisme impérialiste. Auriez-vous un mot également sur l'actuelle situation politique au Liban? Eh bien, je dirais que c'est une manifestation dont on nous rabat les oreilles, c'est une énième révolution orange. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, les Libanais, fait de plus en plus peur à Israël et il voudrait bien déstabiliser le Liban. Pour prendre possession du territoire.
Et bien entendu, c'est toujours la même chose. Israël, pour vivre et survivre, a besoin de morceler tous les pays arabo-musulmans autour de lui. Donc que ce ne soit plus des nations organisées, avec une armée conséquente, il faut que tout ça tombe en petits morceaux, et à ce moment-là, le grand Israël pourra se développer. Et reste Israël. Alors est-ce qu'ils n'utilisent pas quand même une certaine corruption présente dans le sein du gouvernement? Parce que j'ai l'impression que le peuple... C'est très possible, mais en général, dans toutes ces manifestations oranges, ils se servent d'un argument effectivement économique, ça c'est évident. Et je ne dirais pas que le chef du gouvernement qui a démissionné, Hariri, était quelqu'un tout à fait recommandable. Hein. La tribu des Hariri... Alors, que pensez-vous de l'évolution de la situation en Syrie? Je vais en parler de toute façon cet après-midi dans ma conférence, mais je vais en dire un mot maintenant. C'est la démonstration que quand on veut une chose, on peut la faire. Comment se fait-il, vous y avez fait allusion tout à l'heure, comment se fait-il que les Américains et les alliés occidentaux, dont la France, soi-disant bombarder les positions de Daesh, État islamique, et que cet État islamique se développait, occupait de plus en plus de zones en Syrie. Il est flagrant quand on regarde la carte de la Syrie avant et après l'intervention russe, c'est démonstratif. Je vous donnerai quelques détails supplémentaires cet après-midi, mais voilà pour répondre à votre question. Alors, petit détail, selon LCI, en Syrie, la désertion de Donald Trump a laissé le champ libre à Vladimir Poutine. C'est ce que je viens de dire. Ces soldats ont remplacé les Américains sur le terrain pour s'interposer entre les Kurdes et les Turcs. Alors là, il y a une chose qui n'est pas très facile à cerner. C'est le rôle de la Turquie. Alors, il faut savoir que la Turquie est un membre de l'OTAN, qu'il y a des bases américaines en Turquie avec des avions qui peuvent être porteurs de la bombe atomique. Ceci dit, les Américains, et ça j'ai jamais compris, j'en ai parlé il y a déjà longtemps, ça remonte au moins à 2 ans environ, je ne sais pas pour quelle raison les Américains ont voulu mettre quelqu'un d'autre à la place d'Erdogan. Lequel Erdogan, avec l'aide des Russes, a pu renverser la situation et il a compris que les Américains jouaient, encore une fois, le double jeu. Donc, il y a eu un rapprochement entre la Turquie et la Russie. Et là encore, rappelez-vous comment Poutine a joué après que les Turcs aient abattu un de ses avions de chasse. De Poutine. Au lieu de faire comprendre, je fonce dans le tas, etc., il est resté calme. Il a laissé faire les événements. Et puis est arrivé justement ce complot américain contre Erdogan. Et petit à petit, Poutine a récupéré la Turquie, plus ou moins dans son camp. Mais comme je l'avais dit à l'époque, Erdogan fait la pute. Pauvre pute, je ne devrais pas dire ça, il joue des uns contre les autres, de façon à faire monter les enchères. Et alors, il y a le problème des Kurdes. C'est un problème dont Erdogan veut se débarrasser absolument, parce que c'est un danger pour la Turquie. Et c'est une population qui se trouve à cheval sur au moins 4, sinon 5 pays. Il y a la Turquie, il y a l'Irak, il y a la Syrie, il y a l'Iran, le Turquie, je l'ai dit ou pas? Et ce sont des gens, d'abord, par rapport à nous catholiques, les Kurdes n'ont pas été particulièrement sympathiques avec les chrétiens du coin. Donc nous n'avons pas de raison particulière de les défendre. Par contre, le jeu des Russes et des Syriens actuellement, c'est d'essayer
de protéger les Kurdes contre Erdogan, mais en échange qu'ils abandonnent les positions qu'ils ont encore dans le nord-est de la Syrie, pour éviter autant que possible la casse au point de vue homme et au point de vue civil. Donc c'est un petit jeu, mais d'une subtilité absolument orientale, moyen-orientale. Donc, je vais te protéger, mais enfin, si tu veux que je te protège, allez, tu dégages et tu nous laisses la place. Et c'est comme ça que petit à petit, entre la subtilité de Poutine et la subtilité de Bachar el-Assad, parce qu'à mon avis, ce sont deux compères qui sont très bien compris, eh bien, la Syrie est en train d'être conquise à quasiment 99%. Au détriment des Américains qui maintenant sont réduits à envoyer encore des troupes pour uniquement garder les puits de pétrole du nord de la Syrie. Mais ça ne va pas durer longtemps, ça non plus. Parce que faites confiance à Poutine, à Bachar et Assad, ça ne va pas durer longtemps, cette plaisanterie. Surtout, alors il faut que je trouve ce texte pour vous l'envoyer. Les États-Unis, je crois qu'ils ont, on peut dire, volé. Je ne sais pas combien de millions bien sûr, de barils de pétrole en Syrie. Mensuellement. Des millions de barils. Tout à fait, je sais. Ah bon, c'est vous allez, on attend. Non, mais bon, il ne faut pas prendre. Bon. Pas prendre Poutine pour un imbécile. Hein. Bon, nous avons quasiment terminé. Une petite question bonus, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9 novembre et il y a 30 ans tombait le mur de Berlin. À cette occasion, pouvez-vous revenir sur ce symbole de la guerre froide et ce qu'impliquait cette division du monde? Oui, c'est curieux cette histoire de mur de Berlin. Alors on reproche toujours aux soviétiques d'avoir construit ce mur de Berlin pour empêcher les citoyens soviétiques d'avoir le contact avec l'Occident. Mais je dirais que moyennant cela, aussi, l'Occident a été un petit peu préservé de l'infection marxiste, communiste. Mais surtout, à l'occasion de cette affaire-là, je voudrais tout de même rappeler une chose que j'ai déjà dite à l'époque, enfin depuis longtemps, c'est que le mur de Berlin, ce n'est pas grâce à Jean-Paul II qu'il est tombé. C'est parce que les milieux économiques américains avaient besoin de s'ouvrir à un nouveau marché à l'Est et que la chute du mur de Berlin, qui était déjà quasiment actée puisque depuis Gorbatchev et Elstine, c'était des hommes des Américains. Et donc voilà, donc le mur de Berlin, oui, c'était un truc étrange de ce qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors cette guerre froide, c'était deux factions qui s'opposaient. C'est très curieux, mais il faut tout de même voir que la démocratie occidentale s'est beaucoup servie des communistes pour détruire les pays d'Europe centrale. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais moi ce que je tiens à souligner, c'est que si ce mur de Berlin est tombé, c'est pas du tout parce que le communisme a cédé, c'est parce que l'Occident a voulu que le mur tombe pour s'ouvrir des marchés à l'Est. Donc vous sous-entendez qu'avant, il ne souhaitait pas ce marché? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que le monde anglo-saxon et ce qu'il y a derrière avait besoin de ce danger agité aux yeux des populations pour se faire glorifier, quoi. Pour apparaître comme le protecteur auquel il fallait obéir. Hein? Donc voilà, je crois que cette question bonus était très bienvenue, parce que ça me permet de répondre en rappelant ce genre de détails. Et de toute façon, vous savez que l'ancienne URSS a complètement ruiné son économie pour essayer d'être au même niveau, au niveau d'armement que les Américains. Parce qu'ils ont dit, eux ils avaient assez de bombes pour exploser la planète 2 fois, je crois les Américains c'était 10 fois. Et donc dans cette course, je suis à ton niveau, avec le niveau avion, le niveau porte-avions, bateaux, sous-marins, ils se sont complètement ruinés dans un moment donné. Et c'était obligatoire que le mur tombe. Donc,
Bon. Tout à fait. En tout cas, en conclusion de cela, je voudrais à nouveau féliciter à la fois Jérôme Bourbon pour sa clairvoyance et ses très bons éditoriaux d'Henri Borel. Dommage qu'il n'y ait pas d'autres journaux de nos milieux qui aient le courage de dire ce qu'il a pu dire. Et je dois dire que aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde, et lui et moi. Donc vraiment, je suis très heureux de ce rapprochement. Et puis, une fois de plus, je veux féliciter, je ne sais pas qui est derrière Deus Vult, c'est remarquable, et j'espère que s'ils m'entendent, ils auront la bonne idée de prendre contact avec moi. Mais en tout cas, c'est un travail sérieux, et ils ont lu les livres qu'ils citent, pour en tirer les conclusions qu'il fallait en tirer. Ils ont travaillé. Et je vous dis, j'ai appris des choses avec la réponse de Deus Vult. J'ai appris des choses, pourtant je croyais bien connaître certains sujets, mais j'en ai appris encore. Bon, très Et bien. je le reconnais. Nous terminerons sur cette note positive. Très bien, et bien Merci. Diane, merci, Manuel, merci de ces bonnes questions, encore une fois. Merci M. Bocard. Et c'est ce que beaucoup de mes correspondants remarquent et apprécient, c'est justement la pertinence des questions qui sont posées.